Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline Varlet-Angove. Bonjour Lila-Louise Maréchaux. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci de m'avoir invitée. Alors racontez-moi Caroline, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate ? Alors, je suis pas très originale parce que c'est un peu par hasard que je suis devenue avocate. À défaut d'idées, j'avais pas d'idées précises au lycée, même en début d'études de droit, sur ce que je voulais faire. En fait, j'ai entamé des études de droit parce que je savais pas ce que je voulais faire et que ça me permettait d'avoir des portes aussi ouvertes que possible vers un potentiel projet le jour où ce projet apparaîtrait. Je sortais dans ma caisse, donc aussi là avec quelque chose de très large, ce qui me semblait être encore une fois le plus large possible et qui me laissait le plus de possibilités a posteriori. Donc bac S, études de droit. Alors j'avais quand même l'idée de rentrer à Sciences Po, mais d'une manière un petit peu paresseuse parce que j'espérais rentrer sur dossier, ce qui n'a pas marché. Mais donc pour ça et aussi en me disant si ça marche pas il me faut un backup, j'étais inscrite en prépa après le bac en prépa ENS Cachan. Alors je sais pas si vous connaissez l'ENS Cachan. Ouais, c'est un mélange de droit et d'économie. Absolument, ouais, c'est l'ENS mais en droit ou en économie. Il y a je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque il y avait deux sections, une droit et une éco, et moi j'étais en droit. Prépa à Paris, alors que je viens pas de Paris, ça me permettait donc à la fois d'être en prépa et d'être inscrite à la fac, parce que les deux étaient couplés si vous voulez, et donc j'étais inscrite dans une fac parisienne. Donc le but, c'était absolument pas de faire l'ENS, ça c'est vraiment pas mon truc, mais c'était soit d'entrer à Sciences Po Paris, soit, le cas échéant, de continuer le droit et de finir par trouver quelque chose qui m'intéresse. Enfin, c'était le but. Et comment vous avez vécu le fait que Sciences Po, la version paresseuse de l'entrée à Sciences Po fonctionne pas ? Super mal. Super mal ? Ouais, super mal. Premier échec de ma vie scolaire, on va dire. Donc à l'époque, là encore, j'ignore si c'est toujours le cas, je pense pas. Vous pouviez entrer à Sciences Po si vous aviez une mention très bien au bac. Et moi, naïvement, je pensais que c'était automatique. En réalité, c'était pas automatique parce que j'ai compris, ou j'ai cru comprendre après, a posteriori, qu'il fallait des notes minimum dans un certain nombre de matières littéraires que je n'avais pas. Enfin, j'avais eu, je sais plus, il fallait 15 et j'avais eu 14 dans une matière. Voilà, un truc comme ça. Au bac, toujours. Et je l'ai super, super mal vécu parce que voilà, j'avais été une bonne élève tout au long de ma scolarité. Voilà, mention très bien au bac. Sur un bac S, il y a rien de glorieux, hein, mais voilà. Et là, la porte se ferme, donc c'était à peu près la seule idée que j'avais de ce que j'allais faire, enfin sans que ce soit une idée précise, parce que je me disais pas je vais faire Sciences Po pour faire ça ou ça, je savais pas du tout. Et ça a été très dur. Franchement, je l'ai très très mal vécu. Et j'ai donc continué en deuxième année de prépa, parce que ça c'était en fin de première année de prépa, tout en sachant que je voulais toujours pas aller à l'ENS. Et donc en me disant, ma grande, tu vas continuer le droit, quoi. Voilà. Et donc j'ai fait ma deuxième année de prépa. J'ai passé l'ENS, mais vraiment en dilettante, et je ne l'ai pas eu, évidemment. Et j'ai continué donc à la fac, le droit, un cursus normal, sans la prépa, ce qui a allégé considérablement l'emploi du temps. Licence, maîtrise et Master 2. Et c'est au moment du Master... je dis Master 2, un DESS à l'époque, que je me suis enfin spécialisée et que j'ai un peu commencé à réfléchir à ce que j'allais faire sans pour autant me dire que j'allais devenir avocat. Et comment est-ce que vous avez fait vos choix de spécialisation, sachant que vous vous projetiez pas trop et que vous aviez pas d'intérêt particulier, en l'absence de projection et tout, comment vous avez fait vos études ? En fait, j'ai toujours pareil, même démarche, le truc le plus large possible. Donc j'ai fait un DUG, le DUG on se spécialise pas, la licence... Je ne sais même plus, à vrai dire, si on se spécialise en licence. Je suis pas sûre. Il y a des majeurs ou des choses un peu comme ça. Je me souviens pas. Je me souviens d'une maîtrise carrière judiciaire. Très clairement, c'était plus du droit privé que du droit public. Mais carrière judiciaire, voilà, ça me semblait encore relativement large. Donc c'était vraiment le but, c'était d'avoir un truc le plus large possible pour pouvoir retomber sur mes pattes le jour où j'aurais enfin une idée. Et en fait, quand je s'est posé la question du choix du troisième cycle,
la fac organisait des présentations de 3e cycle. Et je suis tombée sur ce 3e cycle de DESS, donc un DESS, droit de l'agriculture et des filières agroalimentaires, pour ne pas le citer. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Alors, je vous dis c'est marrant parce que j'ai évidemment un lien avec l'agriculture, puisque mon père était agriculteur, enfin ma famille paternelle, maternelle aussi d'ailleurs, mais plutôt paternelle, ils sont agriculteurs depuis X générations. Et donc je me suis dit, tiens, c'est marrant ce truc, ce DESS, cette spécialisation, même si, que j'ignorais pas totalement, mais en fait là, c'est venu devant mes yeux. Et donc j'ai postulé pour ce DESS, j'ai postulé également pour un truc de un DEA droit privé général. J'ai été prise aux 2 et finalement j'ai choisi le droit de l'agriculture. Et c'est là où les choses ont commencé à devenir un petit peu plus concrètes, où l'entonnoir s'est un peu refermé, a commencé en tout cas à se rétrécir. Et que les choses ont commencé à se préciser. C'était pas encore très précis et c'était toujours pas la profession d'avocat qui se dessinait. Mais... Et du coup, est-ce que quelque chose se dessinait ou est-ce que rien, juste une connexion entre le milieu d'où vous veniez, d'où vous venez d'ailleurs, et cette option d'orientation? Alors, le choix du DESS a été fait en même temps qu'une prise de conscience que je pouvais peut-être, grâce à cette formation, aider, apporter un appui dans le monde agricole. Mais je ne savais pas encore quelle forme professionnelle ça prendrait. Parce que dans le monde agricole, il y a un certain nombre d'organismes, les chambres d'agriculture, les syndicats, plein d'organisations professionnelles, au sein desquelles travaillent des juristes notamment, et donc qui viennent apporter une aide aux agriculteurs. Et donc, a priori, je pensais plutôt à ça. La profession d'avocat, à vrai dire, elle me faisait très peur parce que j'aime pas prendre la parole en public et ça n'a malheureusement pas tellement changé. Et l'oralité de cette profession me terrifiait en fait. Donc je pensais que c'était pas possible, c'était incompatible avec ma personne et donc j'envisageais plutôt une carrière de juriste en fait en organisation professionnelle agricole. Sauf que j'ai fait un stage dans une organisation professionnelle comme ça et je me suis dit non mais ça va pas être possible. Pourquoi ça va pas être possible? Parce que c'était dans une organisation professionnelle agricole, une chambre d'agriculture plus exactement. J'ai trouvé que c'était très proche de l'administration, pour ce que je connais du fonctionnement de l'administration, donc quelque chose d'assez lourd dans le fonctionnement, voire de politique par moment. Et ça c'était lourd, quoi. Et je me disais, non mais, ça va me gonfler, je vais m'ennuyer. Donc je me suis dit, non, c'est peut-être pas ça qu'il faut que tu fasses. Et donc j'ai commencé à me rabattre, si je puis dire, sur la profession d'avocat. Vous aviez envisagé des alternatives? Pas vraiment, non. Non, c'était un peu, ce sera juriste ou avocat, mais avocat, je sais pas, parce que l'oralité, mais là, la structure, juriste, tout ça me paraît un peu lourd. Et quand vous dites que vous avez commencé à vous rabattre, entre guillemets, vers la profession d'avocat, donc CRFPA... J'ai passé le CRFPA que j'ai loupé une première fois. Je l'ai passé une seconde et cette fois ça a été la bonne. Et donc je suis entrée à l'école. J'avais fait un petit stage de 2 mois en cabinet, qui m'avait à la fois confortée. C'était un confrère absolument adorable qui m'a accueillie au sein de son cabinet et qui m'a confortée dans le choix que c'était une belle profession. Je ne savais pas si c'était fait pour moi, à vrai dire, parce que moi, j'y ai vu aussi l'aspect extrêmement stressant, etc. Mais bon, après, je me suis dit, après tout, si t'as le CAPA, rien ne t'empêchera de faire autre chose, le cas échéant. Et puis, en réalité, au fur et à mesure du temps, j'ai fini par être happée par cette profession, par l'intérêt de cette profession. Et vos stages dans le cadre de l'école, vous les avez fait où ? J'ai un vague souvenir d'un stage au tribunal de commerce, mais très sincèrement, j'en garde un souvenir extrêmement vague parce que c'était pas en permanence au tribunal, les juges n'étant pas là tout le temps. Donc je sais même plus combien de temps ça a duré, mais c'était très bref dans mon souvenir. J'ai surtout fait un
mon prestage, enfin le stage en cabinet qui durait 6 mois, quasiment, dans un cabinet où je suis restée ensuite pendant 15 ans. 15 ans? Ouais. Ah ouais. Donc ça a bien marché. Ouais. Et vous devenez avocate, vous commencez à exercer en droit de l'agriculture? Absolument, ouais. Ouais. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien dans le sens où ça me plaît beaucoup. Alors la matière, je la connaissais par le 3e cycle et puis par là d'où je viens. Donc sur le fond, ça me plaît beaucoup. L'apprentissage de la profession se passe bien aussi. Oui, ça me plaît. Après, ça va peut-être vous paraître bizarre parce que je viens de vous dire que je suis restée dans ce cabinet pendant 15 ans. Je suis passée de stagiaire à collaboratrice à associée. Après, avec le recul, et je le dis aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas dit il y a 5 ans, j'ai accepté un certain nombre de choses que j'accepterai plus aujourd'hui. C'est-à-dire que, avec le recul, je me dis que ce cabinet ne me correspondait pas. Que je ne correspondais pas à ce cabinet. Ouais, et justement, votre regard sur ce décalage entre ce cabinet et vous. Et c'est intéressant parce que vous y êtes resté 15 ans. Ouais. Donc, c'est un constat a posteriori qui engage sur du long terme, quoi. Ouais. Alors, c'est plus dans le relationnel, dans l'humain. La question, c'était pas les dossiers, le fond, etc. C'était vraiment une question de valeur, une question de rapport avec les confrères, rapport avec les secrétaires, rapport avec les collaborateurs, rapport avec les clients aussi parfois, où en fait je me suis rendu compte, mais j'ai mis vraiment du temps, que c'était pas comme ça que je voyais les choses, quoi, simplement. Et comment on tient 15 ans dans un cabinet où en fait c'est pas forcément en accord avec comment on a envie d'être, d'exercer, de... Ouais. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est pas simple. Moi, j'ai tenu parce que je suis passée de stagiaire. J'ai fait 6 mois de stage et on m'a très rapidement, assez rapidement, après le début du stage, on m'a proposé une collaboration. Donc, vous dites... Bon, en plus, en tant que stagiaire, à ce moment-là, je réalisais absolument pas ce décalage dont je vous parlais. Enfin, il y avait certaines choses qui ne me plaisaient pas, mais bon, c'était comme ça, c'était la première collaboration. J'avais somme toute la chance d'avoir trouvé un poste de collaborateur à Paris, dans un cabinet qui faisait du droit rural, ce qui est quand même pas... ça court pas les rues, quoi. Donc je me disais, c'est comme ça, enfin, tu prends les choses comme ça. En qualité de collaboratrice, voilà, les premières années, c'est comme ça. Peut-être qu'à cette époque, en plus, on acceptait, ou les collaborateurs acceptaient plus de choses, enfin, plus de contraintes qu'ils n'acceptent aujourd'hui. Et surtout, j'avais des perspectives. C'est-à-dire que rapidement, on m'a dit que je deviendrais associée un jour. Alors, ça a été à mon goût un peu reculé dans le temps. En tout cas, ça est intervenu un peu plus tard que ce que je voulais ou que j'espérais. Et je m'étais dit surtout que le jour où je serais associée, ça changerait, que je pourrais imprimer ma marque et que je pourrais faire bouger les choses ou les réorienter. Et justement, parce que j'échange avec certains avocats qui me disent, en fait, j'ai des perspectives d'évolution dans mon cabinet, mais je ne sais pas si j'ai envie de m'associer avec eux. C'est une question qui s'est posée pour vous justement au moment où l'association, parce que donc ce que je comprends, c'est qu'à la fois cette perspective d'évolution vers l'association, elle vous attirait, et elle donnait du sens à votre investissement et aux conditions de travail, à plein de choses. Et bon, à la fois c'est quand même un engagement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez réfléchi ? Ouais, j'avais réfléchi, mais toujours avec cette idée que j'avais eu la chance de trouver cette collaboration, d'être dans ce cabinet. Et encore une fois, c'est pas comme si j'exerçais en droit social ou je sais pas, en pays. Il y en a pas 50 des cabinets comme ça. Il n'était pas question pour des raisons familiales que je bouge de Paris. Donc je me disais, c'est un peu ça ou rien, quoi. Donc t'as déjà de la chance d'avoir trouvé ça. Bon, la collaboration en soi, on me faisait vachement confiance, on m'a beaucoup formée, j'étais hyper autonome sur les dossiers, ça marchait bien, enfin voilà. Donc c'était pas déplaisant. Après, encore une fois, je me disais, de toute façon, t'as pas exactement le choix. Déjà, tu dois être contente qu'on te propose une évolution, quoi.
Ce qui est, très sincèrement, ce qui avec le recul est une immense connerie. Enfin, ce raisonnement est d'une débilité profonde. Ouais. C'est que non, on a toujours le choix et c'est pas parce qu'on fait du droit rural qu'on n'a pas le choix, quoi. Vous diriez quoi aujourd'hui ? Je me dirais casse-toi. Je me dirais casse-toi parce que j'ai fini par le faire et que je ne regrette pas, ou le seul regret que j'ai, c'est de pas l'avoir fait plus tôt, quoi. Et donc vous vous associez, vous avez une sorte de secret espoir que peut-être que vous arriverez à imprimer votre marque et à influencer un changement de culture dans le cabinet. J'en déduis que ça n'a pas été concluant. Ouais, vous déduisez bien. Effectivement, ça n'a pas été concluant, ça a été même pire en fait. Parce que là, je me suis rendu compte que contrairement à ce que j'avais espéré, rien ne bougerait, que ça serait... Et qu'en fait, je l'ai ressenti, en tout cas moi, comme s'empirant, c'est-à-dire que j'étais de moins en moins en phase avec ce que le cabinet proposait. Ou alors j'avais moi de plus en plus envie de décalage, je sais pas, mais en tout cas on était de moins en moins sur la même longueur d'onde, quoi. Ouais. Et puis c'est-à-dire je suis associée, mais en fait je peux pas influencer la culture, donc quel type d'associé suis-je ? Suis-je vraiment associée ? Enfin, ça pose ces questions-là, quoi. Ouais. Quand vous êtes associé, je vais pas généraliser, mon cas est le mien et c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je pense que dans un cabinet où vous avez été stagiaire, vous avez été collaboratrice, vous devenez associé, donc vous êtes associé pas seulement, mais avec vos anciens patrons, vous devenez jamais, enfin moi en tout cas, je ne suis jamais devenue une vraie associée. Alors peut-être que les autres collaborateurs qui sont devenus associés de ce cabinet vous diraient autrement, mais moi j'ai le sentiment que je ne suis jamais vraiment devenue associée. En tout cas, j'avais pas une vraie place d'associé. Et le deal de l'association, vous aviez eu des exigences en termes de chiffre d'affaires, en termes de... Comment ça s'était fait, cette association ? D'un point de vue structurel, quoi. Alors, c'était... on a eu un droit d'entrée à payer, sous la forme d'une session de clientèle qui était somme toute très correcte dans les propositions. Ouais. Franchement, de manière générale, cette proposition d'association, elle était extrêmement correcte et... voilà, on avait des objectifs de facturation, mais rien de dément. C'était tout à fait atteignable. De ce point de vue-là, il y avait pas grand-chose à dire, quoi. Non, c'était mais bien. Ouais, en fait, il y aurait pu avoir dans certaines structures, c'est tu peux devenir associé sous réserve que tu présentes un business plan Non. avec des objectifs d'apport de nouvelles clientèles et tout. Effectivement, vous, ça s'est plutôt fait sous la forme d'une session de clientèle. Ouais. Et donc... Parce que j'avais quasiment pas, pardon, je vous coupe, mais j'avais quasiment pas de clients perso. Ouais. Moi, j'avais fait le choix les clients perso que j'avais de les apporter au cabinet. Et donc... Et c'est pour ça que c'était aussi une chance. Je voyais ça comme une chance. On me proposait une association alors que j'avais pas de clientèle perso, j'avais pas de chiffre d'affaires à présenter. Que vous aviez une clientèle perso, mais que vous l'aviez apporté au cabinet. Ouais, voilà. Mais bon, c'était quand même très très marginal, même si on prend en compte celle que j'avais apportée au cabinet. Donc vraiment, encore une fois, j'ai vu ça comme une chance. Comme quelque chose qui se faisait relativement facilement et à de bonnes conditions. Voilà. On n'a pas parlé avant de parler de votre installation et de votre départ et tout, on n'a pas parlé de ce rapport à l'oralité. Ouais. Parce que vous vouliez pas devenir avocate à cause de ça initialement, donc est-ce que... Ouais. Ça va mieux ? Je me soigne ? Non, ça va beaucoup mieux. En plus, j'exerce dans une matière où j'ai beaucoup de procédures orales. En plus. Ouais. Donc bon. Non, ça va mieux. Je dis pas que je suis à l'aise à l'oral. Je peux donner l'illusion de l'être, en tout cas, et je prends beaucoup sur moi. Et voilà, ça va mieux qu'il y a 18 ans quand j'ai prêté serment. Je me liquéfie moins. Ouais. Donc je m'y suis faite. Ouais. Et donc une association qui se fait sous la forme d'une session de cabinet. Ouais, session partielle de clientèle. Ouais. C'est intéressant comme mécanisme. Quand j'y réfléchis là, par rapport à ses objectifs, par rapport à un collaborateur à qui on dirait, tu peux devenir associé, mais par contre, ton objectif c'est ça pour amener. Une fois qu'on devient associé, ça veut pas dire qu'on devient un associé hyper influent parce que reste
voilà, la part du chiffre qu'on amène par rapport aux autres associés, l'historique, toutes ces choses-là. Mais on vient quand même avec un portefeuille qui a été constitué et tout. Et en fait, cette association sous la forme de session, elle entretient aussi cette posture de on t'a formé, on t'a nourri, tu es un peu notre petit poulain et tu deviens notre poulain un peu moins petit. Mais enfin... Absolument, vous êtes dans l'exactitude. Enfin, vraiment, c'était ça. Et ça s'entretient ensuite par le fait que y a pas les choses ne sont pas claires s'agissant de la répartition des dossiers qui arrivent. C'est-à-dire que moi, j'exerçais dans la même matière que l'associé pour lequel je travaillais avant. Et donc, il n'est pas dit clairement, les dossiers rentrants, toi tu prends cela, moi je prends cela. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de répartition claire. Donc, vous êtes toujours, où j'ai été... où j'ai ressenti les choses comme ça, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué de dire les choses. Subjectivement, disons, je suis restée un peu sous cette coupe, donc sous cette dépendance, effectivement, en termes aussi de clientèle. Et justement, donc, puisque c'est une session partielle de clientèle, un nouveau dossier par un client existant, la question se pose à qui est-ce qu'il va ? Quand bien même vous avez entre guillemets acheté ce client. Ouais, sauf que on n'a pas acheté. Enfin, ça prenait la forme d'un acte de cession de clientèle partiel, mais il n'y avait pas de nom de dossier. Il n'y avait pas de dossier identifié. Alors, il y a eu des dossiers qui, de fait, ont été transférés parce que c'était des dossiers que je gérais déjà en tant que collaboratrice. Mais il n'y a pas une liste de dossiers, par exemple, comme ça peut se passer dans d'autres cas. Donc, en réalité, pour chaque nouveau dossier, la question se posait. Et à moins que le client m'ait désigné ou ait désigné un tel ou une telle, la question se posait à chaque fois. Potentiellement, si j'étais pas là le bonjour, le dossier m'arrivait pas, vous voyez. Donc, conseil à nos amis qui ont une opportunité de potentiellement racheter une clientèle pour intégrer l'association de leur cabinet, de clarifier qu'est-ce qui... Ouais, je sais même pas s'il faut... très sincèrement, je sais même pas si je conseillerais de s'associer comme ça. Ouais, carrément. Ouais. Après, au regard de ma seule expérience... ma collaboratrice va hurler quand elle va entendre ça, mais non, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile et je suis pas sûre qu'il faille recommander à un collaborateur de s'associer avec son patron, entre guillemets. Non, mais voilà, c'est mon petit point de vue. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça se passe très bien. En tout cas, c'est pas la voie la plus facile vers l'association, me semble-t-il. Oui. Et quel a été l'élément déclencheur pour votre départ ? Un burn-out. Ouais. Bon, qui est consécutif évidemment à un mal-être qui n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Mais il y a un moment où c'était plus possible, quoi. Donc, je me suis posé la question de est-ce que ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas ? Est-ce que c'était cette profession qui ne me convenait pas ? Est-ce que c'était un besoin de changer ? Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour me rendre compte que c'était les conditions d'exercice de la profession qui ne me convenaient plus. Et donc, j'ai fini par prendre la décision de partir. Et donc vous partez, vous avez pas vraiment de clientèle ? Si, parce que là pour le coup, donc je suis restée associée pendant 6 ans. Ouais, 6 ans. Là, très clairement, oui, j'avais de la clientèle. Et la quasi-totalité des dossiers que j'avais là-bas m'ont suivi, des clients m'ont suivi. Donc si j'ai démarré avec une clientèle quand même assez solide. Ouais. Et comment vous l'avez développée cette clientèle ? Alors, très sincèrement, j'ai la chance d'être dans un domaine où il faut pas faire grand-chose pour développer la clientèle. On est tellement peu d'avocats à faire du droit rural que je pense qu'il suffit de... Non, je peux pas dire ça parce que j'en ai parlé avec un confrère récemment qui me disait exactement le contraire. J'allais vous dire, il suffit de poser sa plaque. C'est pas exactement le cas. Moi, j'ai quand même 18 ans de bar, donc je commence à avoir quand même une petite expérience, à être un petit peu connue.
dans notre matière, hein, restons humbles. Et il y a tellement peu d'avocats qui font cette matière, qui sont spécialisés en droit rural, que je fais pas grand-chose pour développer. Après, j'ai un réseau. Au bout de 18 ans d'exercice, vous avez un réseau bien constitué. Donc voilà, hein, très sincèrement, je fais assez peu de choses. Mais n'empêche que vous avez été collaboratrice pendant de longues années, années pendant lesquelles vous n'avez pas eu de clientèle personnelle, sauf de manière très marginale, que vous apportiez au cabinet. Ouais. Et donc, vous êtes devenue associée. Là, les choses ont changé. Ouais. J'imagine aussi encouragée par ce nouveau statut et peut-être par l'envie d'ouvrir d'autres portes et pour pouvoir exercer différemment. Du coup, qu'est-ce qui a changé entre le moment où les dossiers n'arrivent pas et le moment où les dossiers arrivent, si ce n'est que vous êtes devenue associée, si ce n'est le titre? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites différemment? Non. Bon, après, si, il y a quand même effectivement le titre qui joue beaucoup. C'est-à-dire que les clients vous voient différemment. Vous n'êtes plus collaboratrice d'eux, vous êtes associée. Donc, et puis, je pense que, non, je pense que c'est beaucoup ça, ce changement de statut, qui a favorisé cet apport de clientèle avec des prescripteurs, qu'il s'agisse de confrères, d'experts comptables, de notaires, je ne sais pas, qui vont vous recommander peut-être plus facilement parce que vous êtes associé. Mais vous n'avez pas le souvenir d'avoir mis en place des mesures de développement particuliers, que ce soit de réseautage, d'en parler autour de vous d'une certaine manière? Alors après, je pense que les confrères m'ont assez vite identifié, c'est-à-dire différemment du cabinet, à part. Enfin, peut-être qu'ils se sont aperçus que j'avais pas forcément les mêmes façons de faire et choses comme ça. Alors après, au moment où j'ai pris la décision de m'installer, oui, j'ai accepté de faire des formations, mais j'en faisais déjà, j'en dispensais déjà avant. J'ai peut-être un peu plus accepté de dispenser des formations, notamment aux confrères, à des experts, des choses comme ça. Mais je le faisais déjà. En réalité, je pense que la construction de cette clientèle s'est vraiment faite à partir du moment où j'ai été associée. Mais encore une fois, j'ai pas le souvenir d'avoir fait des démarches particulières, quoi. C'est l'expérience et l'exercice quotidien qui a construit tout ça. Oui, et puis je comprends aussi cet effet où quand on change de titre et qu'on devient associé, même pour l'extérieur, c'est assimilé à quand même une responsabilité propre sur les dossiers, une démarche de développement, etc. Donc, je comprends que ce soit plus facile d'envoyer des dossiers à quelqu'un qui a le titre associé que d'envoyer le... Il y a des gens qui vous disent moi je t'envoie le dossier, mais je veux que ça soit à toi qu'il arrive, ce dossier. Ce qui est pas forcément... ce qui devrait se faire aussi quand on est collaborateur, libéral, ce qui n'est pas forcément le cas en réalité. Et c'était, plus facile, je pense, quand je suis devenue associée. Et vous dites, droit rural, il y a extrêmement peu de confrères. Alors, dites-nous en plus sur le droit rural. Sur le fond ? Ouais, sur qui sont vos clients ? Quelles sont les problématiques qui se posent qui relèvent du droit rural et sur lesquels vous les accompagnez? Alors, le droit rural, de manière générale, les gens connaissent pas. Enfin, moi, il y a plein de gens qui me disent, y compris des juristes, qui me disent, mais droit rural, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai l'habitude de dire que c'est le droit de la campagne. C'est vraiment simplifier les choses à l'extrême, mais ça vous permet, je pense, d'envisager que c'est toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer à la campagne. Donc, en premier lieu, tout ce qui touche à l'agriculture, et donc le conseil aux agriculteurs, le conseil et le contentieux, donc toutes les problématiques auxquelles les agriculteurs peuvent être confrontés. Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que vous pouvez, j'interviens en matière forestière aussi, en matière de droit forestier, je considère que c'est encore la campagne. C'est plus généralement toute problématique que n'importe qui peut avoir en lien avec la campagne. Alors, quand je dis campagne, moi je travaille beaucoup autour des problématiques foncières, c'est-à-dire du foncier de la terre, du sol, si je puis dire. Donc,
Voilà, c'est pour des agriculteurs, des litiges entre propriétaires fonciers et titulaires de baux, enfin locataires. Donc avec cette particularité des baux ruraux qui sont codifiés dans le code rural et de la pêche maritime. On a par ailleurs toute une problématique liée aux SAFER, qui sont des organismes à cheval entre le droit privé et le droit public, mais plutôt droit privé, qui sont des organismes qui ont un droit de préemption en matière de vente de foncier agricole, donc avec des contentieux, toute une source de contentieux. Après, en fait, c'est super vaste. Le droit rural, contrairement à l'image que ça peut donner, c'est transversal. Donc ça touche à plein de matières. On est au carrefour de plein de choses. Je vais faire du droit des sociétés, par exemple, parce qu'il y a des sociétés propres au milieu agricole et à l'agriculture, des sociétés agricoles qui sont civiles. Donc je vais faire du droit des sociétés avec des problèmes de mésentente entre associés, par exemple, de choses comme ça. Des constitutions de société, des cessions de parts, des apports, enfin du classique, mais qui va être affecté entre guillemets à l'agriculture. Je vais faire des contrats. Je vous ai parlé des baux. Je peux faire par exemple des contrats de partenariat entre un agriculteur et une société qui produit de l'énergie renouvelable. On a beaucoup ces problématiques, de plus en plus ces problématiques. Donc, par exemple, un constructeur d'éoliennes qui va installer une éolienne sur un champ. Exactement. Exactement. Alors, qui peut se trouver confronté à l'agriculteur parce que l'agriculteur va dire moi je veux pas partir de là, etc., etc. Ou alors qu'il va vouloir, les parties vont vouloir un partenariat et construire un partenariat. Voilà. En fait, c'est tellement large que j'ai du mal à serrer les choses et à vous dire les choses de manière claire. En fait, dès lors que vous êtes confronté à l'immobilier, à la campagne, moi, je suis en mesure d'intervenir. Donc, j'interviens pour des clients hyper variés. Donc, immobilier et foncier à la campagne, c'est vous qu'il faut appeler. Pas toujours. Mais, en tout cas, c'est mon cœur de métier. Donc, je vais avoir des clients agriculteurs, mais pas seulement. J'interviens pas seulement pour les agriculteurs. Je vais avoir des sociétés. Ça peut être une société de promotion immobilière. Ça peut être une grosse société dont l'objet social n'a rien à voir avec l'agriculture, mais qui se trouve être propriétaire de foncier pour des raisons historiques ou pour des raisons de fonctionnement, et qui va avoir des problématiques d'usage de ce foncier, de choses comme ça. Donc, c'est hyper varié. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est que les interlocuteurs, les clients sont très, très variés. Comment on développe le droit rural depuis Paris ? La grande question. Ça, c'est une question récurrente. Enfin, c'est quelque chose qui... Je suis désolée. Non, ne le soyez pas, parce que manifestement, tout le monde se la pose, cette question. En fait, je crois que c'est plus facile de développer cette activité à Paris qu'ailleurs, parce que le bassin de clientèle est plus large. C'est-à-dire que moi, je travaille dans toute la France. Donc je peux me permettre de ne faire que ça. Alors que si je travaillais en province, ce serait moins facile pour moi. Je connais des confrères en province qui ne font que du droit rural, mais ils sont peu nombreux. Et en fait, je fais du droit rural à Paris parce qu'en réalité, je suis rarement à Paris. Et que je vais plaider dans toute la France, ou que je vais voir des clients et que j'ai des clients dans toute la France. Donc Paris, c'est, j'allais dire, un port d'attache. Et puis Paris, il y a aussi toujours dans l'esprit de certains clients, le fait que quand ils sont en province, parfois ils ont envie de sortir un peu du microcosme local et d'aller voir à Paris pour avoir un regard un peu extérieur. Et puis il y a aussi tous les sièges, enfin il y a quand même beaucoup de sièges sociaux à Paris. Voilà. Donc en réalité, c'est pas compliqué de développer le droit rural à Paris. Il faut accepter seulement de se déplacer souvent, quoi. Oui. Et justement, j'entends que vous vous déplacez beaucoup, notamment pour des audiences. Ouais. Donc vous avez une activité qui est très contentieuse. Ouais. J'ai une forte activité contentieuse. C'est la grosse majorité de mon activité. C'est un choix ?
C'est Parce un que choix. vous aimez les bagarres? Parce que j'aime le défi, j'aime la contradiction, j'aime pas la bagarre, mais non, j'aime la contradiction, en fait. J'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir, mais ça m'amuse beaucoup plus que le conseil. Après, je fais du conseil aussi, et je pense que l'un se nourrit de l'autre. J'ai besoin de faire du conseil pour le contentieux et réciproquement, mais le contentieux m'amuse beaucoup plus. Vous dites, j'ai mis un petit peu de temps à m'en apercevoir. Parce que j'étais dans alors déjà l'oralité me posait difficulté, comme vous l'avez compris, et puis moi je redoutais en fait le conflit. À la base, avant que j'entame cette profession, je pensais que ça me ferait très peur. Parce que j'avais vu notamment mon père pris dans une histoire contentieuse qui doit pas être très étrangère finalement à ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, mais en réalité, j'aime bien cette adrénaline du contentieux qu'on n'a pas dans le conseil. Enfin, que je n'ai pas en tout cas moi dans le conseil. J'y pense là maintenant, mais je sais plus si je vous ai demandé s'il y avait eu un élément déclencheur à votre départ. Le burn-out. Ouais, le burn-out, pardon. Le burn-out. Et vous dites que vous vous êtes fait... que vous aviez pris du... Je sais plus comment vous avez formulé, mais vous vous êtes fait accompagner à ce moment-là. Ouais, absolument. Pour vous êtes arrêté aussi? Non. Non. Non, les joies de la profession libérale. Ouais. Non, je me suis pas arrêtée. D'accord, donc beaucoup de contentieux, ce qui est un autre entre guillemets paradoxe pour quelqu'un qui vient de plutôt une appréhension de toute cette oralité et tout, et en plus. D'accord. Et vous dites aujourd'hui, donc votre cabinet est basé à Paris, mais vous travaillez partout en France. Alors j'ai un cabinet secondaire depuis peu à Compiègne. Ouais. Donc à la campagne. Exactement. Compiègne étant quand même une ville, mais on se rapproche. En tout cas, c'est une campagne qui est connue de citadins. Ouais, exactement. Voilà, de citadins parisiens. Ouais, c'est une campagne assez proche de Paris en plus. Ouais. Et ça fait combien de temps maintenant que vous êtes installé? Ça fait 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Ouais. Vous êtes parti avec une clientèle solide. Ouais. Vous dites que presque tout le monde vous a suivi. Ouais. Et le développement s'est poursuivi? Ah ouais, super. Oui, vraiment. Ouais. Non, en fait, ça. Au-delà de vos attentes? Clairement. Au-delà de mes attentes, oui, vraiment. J'ai été assez étonnée, en fait. Il y a eu comme une espèce d'appel d'air au moment où je me suis installée. Et je me suis rendu compte que certaines personnes qui ne venaient pas vers moi auparavant venaient vers moi depuis que j'étais installée. Donc oui, ça a été assez... ça a démarré vraiment très très vite, super vite. Elles vous ont dit pourquoi? Oui. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, vous avez une collaboratrice, c'est ça que vous avez mentionné? Ouais. Vous avez mis longtemps à recruter quelqu'un? Alors, cette collaboratrice, en fait, elle travaillait déjà avec moi dans le précédent cabinet. Quand je suis partie, quand j'ai pris la décision de partir, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas où je vais, donc je ne te propose pas de partir avec moi. En revanche, si d'aventure je me rendais compte que j'avais besoin d'un collaborateur, je te proposerais en premier. Et en fait, au bout de 3 mois, je lui ai dit, écoute, si tu veux, j'ai besoin de toi. Voilà. Ouais. Et elle a dit oui. Et elle a dit oui. Ouais. Et c'est un de vos élèves avocats qui vous a recommandé pour le podcast, si je me souviens bien. Ouais, il n'est pas encore élève avocat, malheureusement, mais ça va pas tarder. Ok. En tout cas, un stagiaire qui m'a dit oui, elle est super, et puis en plus, c'est une activité qui mérite d'être connue, le droit rural. C'est vrai, non, mais carrément, moi aussi, je peine à recruter parce que j'aimerais bien recruter, j'y arrive pas. Donc oui, ça mérite d'être connu parce qu'il y a très peu de jeunes qui s'intéressent à la matière. Et donc, je pense que des postes de collaborateurs en droit rural, il y en a plein à pourvoir, malheureusement. Ouais, c'est notamment parce qu'il n'y a pas assez de masters. Vous expliquez Il y a quelques masters. Je crois pas que ce soit ça. Je pense que la matière est assez. Elle n'est pas enseignée à la fac, par exemple. Donc, si vous connaissez pas, sauf sur un malentendu, vous n'allez pas être amené à aborder cette matière. Donc, 1, vous ne l'abordez pas. 2,
c'est pas quelque chose dont on parle jamais. Et si vous n'êtes pas du milieu agricole, ça peut vous faire peur parce que ça vous est totalement étranger. Donc je pense pas que ce soit lié au fait qu'il n'y ait pas de formation de troisième cycle, parce qu'il y en a. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un certain nombre. Je pense que c'est juste que quand on est à la fac, on ne sait pas que ça existe, quoi. Voilà. On ne sait pas assez que ça existe. Bon, avis aux étudiants, sachez que... Ah oui, vraiment. Mais s'il vous plaît. Ah non, mais vraiment, parce que je sais pas, et je suis pas la seule à chercher. Et alors, bon, des postes d'avocat en droit rural, il y en a plein à pourvoir. Au-delà de ça, je pense des juristes en droit rural dans les organisations professionnelles où je ne suis pas allée, justement. Il y en a plein aussi. Enfin, oui. Vraiment, c'est une matière sur laquelle les étudiants en droit devraient se pencher. Alors, il y en a quelques-uns. J'ai un stagiaire là en ce moment qui est en... Oui, il va m'étrangler. Qui va entrer en L1, ça existe ça? Je sais plus. Première année de licence, genre tout début? Ouais, et il s'intéresse déjà à la matière, donc ça arrive à des gens, voilà. Mais ça arrive à des gens bien. À des gens bien, à des jeunes surtout, mais pas assez. Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous vous déplaciez beaucoup et que ça vous fait un rythme de vie. Comment vous vous organisez avec cette vie itinérante? Ouais, je jongle un peu, pour ne rien vous cacher, puis je le vis un peu moins bien avec les années, mais... Et c'est la vie dans le train ou c'est la vie dans la voiture? Ça dépend. Ouais, ça dépend parce que ça dépend où je vais. Ça peut être en autocar aussi. Ah, en autocar, pas mal. Ouais. Et ça peut alors c'est vraiment très variable parce que ça dépend là où je vais. Ça peut être en avion, en train, en voiture. Hier j'étais à Auxerre, j'ai pris la voiture. Avant-hier j'étais à je sais plus où j'étais avant-hier, à vrai dire. J'étais quelque part et j'ai pris le train. J'étais au Havre. Oui, j'étais au Havre. Et la semaine dernière, j'étais à Bressuire. Je ne savais pas très bien où ça se situait avant d'y aller, mais et donc là, c'est dans le Limousin, non, Bressuire? Alors dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. Ouais. Ah mais comment bien sûr Bressuire. Je passe vers Bressuire quand je fais le trajet entre Poitiers et la Vendée. C'est exactement. C'est par là. Donc là, ça a été train, autocar, etc. La totale. Voilà. Donc c'est une organisation. Là, en l'occurrence, je me suis levée à 5h moins le quart le matin pour être à l'audience. Voilà. Ça se fait. Ça se fait. Après, je vous dis pas qu'il y a des fois ça me fatigue pas, quoi. Parfois ça me fatigue et parfois je dis non à des dossiers parce que Bar-le-Duc ou parce que Brest, quoi. Il y a des fois je dis non. Oui. Et vous connaissez toujours des confrères vers qui renvoyer les dossiers sur place? Ouais, pas toujours, mais de manière générale, oui. On va dire à l'échelle régionale, je connais toujours quelqu'un. Ouais. Comment vous projetez votre exercice pour les années qui viennent? J'aimerais bien embaucher déjà. Je projette avoir 2 collaborateurs en plus, me semble-t-il. En fait, j'en sais rien. À part ça, je sais pas trop. Je vois que ça marche. Alors, peut-être que je serai un peu plus à Compiègne. Parce que là, je répartis mon temps en fonction des besoins entre Compiègne et Paris. J'aimerais bien peut-être être un peu plus à Compiègne. Mais je regarde les choses se faire et elles se font bien. Donc, j'ai pas de plan ou de choses comme ça, quoi. Juste, ça se passe bien, ça vous plaît. Voilà. Et sans regret, et vous auriez dû le faire avant. Exactement. D'ailleurs, vous non, mais je dis ça, j'aurais dû le faire avant. En même temps, si je l'ai pas fait avant, c'est que j'étais pas mûre. Voilà. C'est une bonne manière de philosopher sur le sujet. Ouais, c'est une bonne manière de pas avoir de regrets. Mais c'est important cette acceptation. Bon, quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie, c'était un truc qui m'a fait chaud au cœur ce matin. C'est une ancienne cliente qui m'a appelée pour une toute autre problématique où justement je n'étais pas compétente et je l'ai renvoyée vers un confrère. Mais elle m'a dit, son dossier s'était bien passé, machin. Elle m'a dit, je pense souvent à vous, je vous appelle pas, mais vraiment, vous avez été super, machin et tout. Donc ça c'était ma dernière petite joie. Vous avez dû la sortir d'un sacré pétrin ou... Non, même pas. Un dossier normal qui était pas non plus dingue, mais ça s'est bien passé. Oui. Et en tout cas, ça perdure la bonne impression, donc c'est plutôt... Ouais, non, c'était très sympa de sa part.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Comme tout le monde, sous ma robe. Avec ma robe, je dirais que je porte ma conscience professionnelle. Qu'est-ce que vous entendez par conscience professionnelle ? Une certaine éthique, une certaine volonté de bien faire mon boulot, une certaine honnêteté. Cette installation, c'est le fait de fonder mon cabinet, c'est aussi une volonté de faire les choses comme je l'entends, de faire mon travail et de mener les choses vraiment comme je l'entends. Voilà, c'est avec ça que je porte la robe. Et justement, je prolonge un petit peu autour de cette dernière question, mais comment vous entendez les choses ? C'est-à-dire vous dites cette installation, c'est l'occasion d'exercer vraiment comme moi je l'entends. Ah oui. Et ouais, c'est quoi en fait c'est de choisir d'avoir des relations apaisées avec les confrères. C'est de choisir les gens avec qui je travaille. C'est de me dire que voilà, moi j'ai envie de travailler avec des gens que j'apprécie humainement. Je les choisis pas seulement pour leur qualité professionnelle, c'est parce que ça me fait plaisir le matin de travailler et de les voir, quoi. Voilà, c'est plus encore une fois dans l'humain. C'est que je mets l'humain au centre. Ouais, et donc j'ai beau faire du contentieux, je suis pas dans des relations conflictuelles avec les confrères, par exemple. Ou, voilà, donc ça, ouais, c'est parmi les choses auxquelles je pense. Voilà, quand je dis les choses comme je l'entends, c'est ça en premier lieu. Okay. Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange. Merci à vous. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!